Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux super personnes. Merci. Merci beaucoup, oui. Alors, j'ai Andri. Bonjour. Sébastien. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Covented. Voilà, c'est ça. Sujet très deep, très profond. Bon, déjà, ma première question, c'est comment ça va ? Bah, écoute, nous, super, excellent toujours, comme d'hab, on a toujours la pêche. Ouais, vraiment bien. Et puis, ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer. Ouais. Je crois que ça remonte à la fin de l'année dernière. Donc, du coup, c'est vraiment un plaisir de se voir en vrai. Et puis, merci d'être venu à Paris, carrément, dans nos locaux pour nous rencontrer, nous interviewer. Bah, après, je veux dire, Paris, c'est à une heure de chez moi. Voilà, et puis je voulais vraiment du coup te rencontrer parce que ça fait un an qu'on on se dit ouais faut qu'on se rencontre. Donc moi je me dis bon, une heure de route ça va, c'est pas une heure de trajet, c'est pas la mort quoi. C'est vrai. La prochaine fois, c'est nous qui ferons le déplacement. Ouais, carrément. Donc bah je vais vous demander un petit peu de présenter qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie. Voilà, présentez-vous un petit peu. Je sais pas si vous voulez faire une présentation globale des deux ou chacun séparément, comme vous voulez. Vas-y, présente-toi. Ok, bah moi je m'appelle Andri, du coup j'ai rejoint Covented il y a 1 an et 2 mois, plus précisément. Donc comme par où commencer? J'ai rencontré Sébastien parce que je vais le laisser quand même se présenter après. J'essaie de pas trop dire tout. J'ai connu Sébastien à un networking, donc c'était une rencontre abonnée de Antoine Blanche-Maison pour ceux qui connaissent. Et moi j'étais allé complètement par hasard. J'ai failli pas y aller d'ailleurs parce que en fait je voulais venir avec mon frère et au dernier moment il a pas pu venir. Et sans mon frère, je me sentais un petit peu seul, donc je me suis dit pourquoi y aller, ça sert à rien. Et puis je me suis dit bon allez, on sait jamais, on peut toujours faire des rencontres intéressantes. Et j'ai networké, je suis allé et je pense 5 minutes avant de partir du networking, je commence à prendre mes affaires pour m'en aller et puis je rencontre à l'époque c'était l'associé de Sébastien. Et je parle avec lui, il me présente Covented qui à l'époque était une marketplace, donc puis une plateforme de mise en relation plutôt entre entrepreneurs et prestataires. Et puis Sébastien arrive à ce moment-là, au moment où je me présente moi du coup, et il m'entend parler, il me dit j'ai envie qu'on se rencontre, enfin qu'on se revoie et de t'interviewer aussi justement. Moi, ça m'a surpris parce que personne ne m'avait jamais interviewé depuis. Je commençais à coacher parce que je suis coach en motivation et psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je l'étais pas à l'époque, j'étais juste coach à l'époque. Et je coachais du coup une équipe de football américain, donc l'équipe junior des Flash de la Courneuve. Donc il y a une équipe numéro 1 en France en football américain. Et du coup, il a trouvé mon profil intéressant et il m'a dit viens, on se rencontre. Et puis c'est là que tout a commencé. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que je fais avec Sébastien ? Je sais pas, il avait à manger et puis non, je fais ça. Non, avec Sébastien, du coup, je suis coach en motivation, je l'accompagne dans certains coachings, dans le programme qu'on a aussi d'accompagnement d'entrepreneurs, toute la partie un peu visuelle aussi, communication, la partie planification tant bien que mal. Planification des différents événements et je co-anime avec lui du coup différents ateliers sur différents thèmes, notamment la puissance du mental, la connaissance de soi et puis d'autres ateliers qui sont encore à venir pour justement aider à optimiser un peu le mental des entrepreneurs parce que moi je suis très axé sur du coup le mental, les neurosciences et la psychologie et c'est surtout de ce côté-là que je l'aide. Voilà en gros, je pense j'ai un peu tout dit, j'ai un peu résumé. Il est meilleur en storytelling, donc je vais le laisser se présenter. C'est une fausse croyance. Merci Andri. Alors, par où je pourrais commencer parce que ça peut être relativement long, mais je vais essayer de faire court.
Donc moi en fait j'ai travaillé pendant, je sais pas où est-ce qu'on regarde, c'est ici ou là. Tu peux regarder là, fais-toi. Ok, super. Donc en fait moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une société qui était une grosse multinationale. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur et puis progressivement je suis devenu manager, puis directeur opérationnel. J'ai fini ma dernière année qui était relativement catastrophique avec plus d'une centaine de gens qui travaillaient dans mon organisation, que ce soit pour la Société Générale ou pour SFR, avec beaucoup de monde. C'était vraiment le monde en fait du salariat, de la grosse entreprise, avec des objectifs assez forts, des millions à réaliser chaque année. Et donc c'est quelque chose que j'ai adoré faire pendant des années, mais sur la dernière année, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et je me suis dit tiens, c'était le signe pour moi en fait de quitter le salariat et de me dire ce que j'ai fait dans une entreprise, c'est-à-dire ramener plusieurs millions de chiffres d'affaires, je peux le faire à titre personnel et surtout aider des entrepreneurs à réussir aussi à leur niveau. En commençant petit à faire quelque chose qui réussisse. Voilà. Parallèlement à ça, en fait, j'ai fait 15 ans de coaching, donc ça va bientôt faire 16 ans, mais 15 ans de coaching de direction, coaching de vie, et du coup, je me suis dit bon bah voilà, j'allais utiliser ces compétences-là en fait pour les mettre au service des autres. On a créé donc Comentid. À la base, c'était effectivement, comme le dit Andri, une marketplace, et par la suite, on s'est aperçu que ça marchait pas bien et quand Andri est arrivé, boum, c'était la catastrophe. On s'est tous dit bon, il faut qu'on le change parce que en fait, il se passe des choses tous les jours. Les gens viennent chez nous, ils viennent pitcher, ils racontent leur expérience et puis du coup, au mois d'octobre, on a pivoté vers quelque chose qui est plus l'accompagnement entrepreneur. Donc, je suis devenu business mentor. Et puis voilà, donc dans mon mentorat, en fait, je suis très 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 attaché à l'alignement, à l'authenticité. D'ailleurs, les valeurs de Comentid, elles sont très simples, c'est A, B, C. A pour authenticité, B pour bienveillance et C pour la co-création. Intéressant. Et du coup, justement, tu as commencé je voulais te demander quel est votre projet business. Tu as commencé à en parler, donc on va parler de Comentid. Est-ce que voilà, vous voulez vraiment expliquer un peu plus en profondeur ce qu'est Comentid ? Ok, donc Comentid, en fait, ça a été en perpétuelle évolution. Mais donc tout le mois d'août, on a testé des choses. On s'est aperçu que en fait, il y a quelque chose que les gens aiment bien chez nous, c'est effectivement nos valeurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être l'ambiance qu'il y a chez Comentid, qui est très particulière, qui est une ambiance un petit peu, j'allais dire, nouveau monde dans la co-création, justement. Une ambiance où les gens se disent, on n'est pas obligé de réussir les uns au détriment des autres. On peut réussir ensemble. Et quand on est ensemble, comme le dit un proverbe africain, en fait, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et c'est vrai que c'est important pour moi et pour Andri de se dire, ok, toi tu as envie de faire quelque chose dans le bien-être, toi tu as envie de faire quelque chose dans la musique, ok, de prime abord ça n'a pas l'air très très connecté, mais voyons voir comment on peut créer des synergies malgré le fait que vous êtes sur deux domaines différents et donc créer des complémentarités. Ça, c'est quelque chose d'ultra important. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter un petit peu à notre communauté. De se dire, même si de prime abord, il n'y a pas d'association possible, voir comment on peut créer un service complémentaire, un service même complet, qui se sert en fait des talents des uns et des autres. Voilà. Déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en fait ce qu'on s'est aperçu et ce qu'on kiffait en fait vraiment dans nos ateliers, c'est quand les gens étaient transformés. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il s'agissait pas de faire des cours académiques aux gens, mais de les faire venir sur scène, de les faire vibrer sur scène et faire en sorte que quand ils sortent de la journée de l'atelier, ce soient plus les mêmes personnes, qu'ils soient réellement transformés. Donc Andri, de par ses connaissances psychologiques, neurosciences, etc. Moi, de par ma compétence en tant que business mentor, en fait, on travaille ensemble à mettre en place les programmes pour faire en sorte d'apporter un format nouveau donc dans nos ateliers. Voilà. Ok, et du coup, là, ce qui va m'intéresser, justement, tu vois, je suis intéressé par les petits pas. Donc, on va voir les petits pas pour Comentid, mais comme vous avez dit, en fait, il y a une transition. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir les petits pas que vous avez mis en place, justement, pour réaliser cette transition, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train
qui ont une entreprise et qui voient qu'au final ça marche pas ou c'est pas vraiment aligné avec ce qu'ils font et ils ont peut-être envie de changer, mais peut-être qu'il y a des blocages, ils savent pas trop comment faire. Donc ce serait intéressant justement d'expliquer les petits pas mis en place pour effectuer cette transition, quoi. Alors, ouais, je veux bien. Par rapport aux petits pas de cette transition, donc comment en gros on est passé de cette plateforme en ligne à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, quand je suis arrivé, donc du coup, c'était en juillet dernier, donc 2016, c'était encore la plateforme. Il avait encore un autre associé, Sébastien, et donc du coup, quand je suis arrivé, moi, je me faisais interviewer, mais après mon interview, voilà, j'étais là, quoi. Je regardais ce qui se passait un petit peu, et au fur et à mesure, je commençais à venir un petit peu comme ça. Puisque je trouvais que c'était bien de passer du temps avec les autres, on échangeait, j'apprenais à connaître Sébastien, et très vite je me suis aperçu que Sébastien et moi on avait une vision qui concordait, des valeurs qui concordaient, et on échangeait beaucoup sur plein de sujets, on voyait des choses, des façons de voir qui étaient similaires en fait. Et je me suis dit enfin quelqu'un qui est au-delà du fait d'être optimiste, qui était vraiment qui passait à l'action en fait pour ses rêves, pour ses visions, etc. Et moi je me suis dit tiens, vu qu'on aime ça justement co-créer, à l'époque il était pas trop networking puisque c'était plus une plateforme en ligne, donc je lui disais tiens, peut-être que rencontrer des gens, ce type d'entrepreneurs, ça t'intéresserait. Donc on a commencé vraiment à networker ensemble. Et au fur et à mesure, en fait, on a rencontré des gens, et tous les gens qui étaient pour nous partager les mêmes valeurs que nous, on les a interviewés. Donc, on avait à peu près au moins minimum une interview par jour, en fait, pendant toutes les vacances d'été l'année dernière. Donc, on échangeait avec eux et on les faisait pitcher, on pitchait. Donc, il y avait des choses très profondes qui sortaient lors de ces pitchs, que ça soit de notre part ou de la part de ces personnes-là, en fait. Et ça a créé des connexions qui étaient fortes et on voyait que chaque personne en fait avait leurs forces, leurs faiblesses, leurs talents, etc. Et on voit de plus en plus qu'en les faisant parler, en échangeant avec eux, on les aidait, ils nous aidaient. Enfin, il y avait un échange, une aide qu'on apportait sans forcément s'en rendre compte. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose en fait qu'on apporte aux gens sans qu'on s'en rende compte, alors que il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de coaching à proprement parler, il n'y avait pas d'atelier ou quoi, mais c'était juste par l'échange, le fait d'être là, ça les aidait en fait. Et on s'est dit, Sébastien surtout s'est dit, en fait là, je crois que on a un créneau, il faut déjà notre plateforme nous rapporte pas d'argent. Mais en plus, on voit notre talent naturel plus ou moins ou qu'on a, c'est d'accompagner les personnes, qu'ils entreprennent et qu'elles bâtissent leur projet, qu'elles démarrent leur truc. Et je sens qu'on a quelque chose à faire là. Et du coup, on a organisé, c'était quand, le 24 septembre 2016, je crois, fin septembre 2016, une free coaching day. En fait, c'était une journée de coaching parce on a rencontré d'autres coachs avec qui aujourd'hui certains et certaines on travaille encore avec elles. Où c'est une journée en gros entière de conférences où on présentait un peu le futur programme, en fait le programme qu'on a là aujourd'hui, mais à l'époque on l'avait pas encore fait, mais on le présentait. C'est un programme sur 10 semaines où on accompagne les entrepreneurs donc vraiment du début jusqu'à leur premier revenu. Et on présentait toute la journée ce programme, et en plus ils avaient des séances de coaching gratuits avec des coachs professionnels en fait. Et ça a pris un petit peu et ça a créé un petit peu un petit engouement. C'était pas grand chose, mais il y avait quelque chose qui commençait à se créer. Et à partir de là, Sébastien a beaucoup networké. Moi, j'étais plus en cours parce que je finissais ma dernière année d'études. Donc c'est Sébastien qui a fait beaucoup de rencontres. Et je pense que la force de Covented, c'est le contact avec les gens. On n'est pas passé directement en ligne en fait. On est surtout passé par le présentiel. Et ça, de fur et à mesure, justement, le présentiel a été un petit peu un levier pour notre présence en ligne, en fait. Et c'est ça qui a un petit peu
qui a fait que au fur et à mesure on a trouvé des idées, on s'est dit tiens, là il y a une demande dans ce côté-là, ah tiens, ce programme faudrait l'améliorer dans ce sens-là. Aujourd'hui il y a un peu plus de web entrepreneuriat, etc. Et puis voilà, ça s'est fait vraiment au fil du temps en fait. Ça a pas pris tant de temps que ça. Ça fait 1 an qu'on a pivoté, mais il fallait rester en mouvement, je pense. En fait, c'était ça le principal. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire ou. Ça dépend si tu as beaucoup de temps. Tu feras le tri alors. Alors il y a quelque chose qui est vraiment très important dans l'histoire des petits pas justement pour pouvoir y aller. Déjà il faut savoir que moi j'ai une personnalité qui fait que je suis un petit peu fou et quand j'ai quelque chose en tête j'y vais direct. C'est-à-dire que je vais pas me poser 36 000 questions, je vais pas me dire ok est-ce que stratégiquement en fait c'est là où je dois aller, est-ce que c'est ça, etc. Est-ce que je dois. Aujourd'hui on a pas mal de gens qui font du marketing, qui sont des marketeurs et qui vous disent bon voilà comment vous allez faire pour réussir. Moi, je les ai pas écoutés. Tous les gens qui étaient dans le domaine du digital, que ce soit youtubeur, j'ai quand même pas mal écouté Antoine Blanche-Maison parce que je trouve que c'est un gars qui est sympa. Mais tous les gens qui étaient des grosses figures en fait de l'entrepreneuriat et du marketing, je les ai même pas écoutés. Et au début, je me suis vraiment fermé à tout ça. Et les gens me disaient mais tu connais un tel, tu connais un tel. Non, je connais pas du tout. Moi, tout ce qui m'importait, c'est de me dire en fait si j'ai une idée en tête, j'y vais. Voilà, et je teste. Et quand je teste, ça marche pas. On a fait une free coaching day, on pensait vendre des programmes, on n'en a vendu aucun. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, et ce que ça m'a appris en tout cas, puisque moi j'aime beaucoup apprendre, c'est que j'ai appris à me connaître, à connaître un petit peu l'ADN de Coventide. Et ça, c'était le plus important pour moi. On a fait un atelier sur la connaissance en soi. En fait, on ne peut pas démarrer une entreprise si on ne sait pas ce qu'on a à donner au monde. On ne sait pas quel est notre talent, quelle est notre force, quelle est vraiment la chose qu'on veut contribuer à faire en fait dans ce monde. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, en fait, ça vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. On discute avec des gens, on va dans des networking et on leur pose des questions. Ils nous donnent en fait une perception que eux ils ont de nous et on commence petit à petit à se dire ok, ça c'est intéressant. En fait, les gens commencent à dire de plus en plus ça de nous et donc c'est peut-être là où on doit aller. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est aller rencontrer du monde, apprendre, savoir se remettre en question et petit à petit justement, en fait, on commence à mieux se définir et là derrière, on commence à mettre en place un véritable business model qui aujourd'hui en fait est quelque chose qu'on utilise en fait pour aider nos entrepreneurs. Par contre, on le fait de manière accélérée, c'est-à-dire que toute l'expérience que nous, Andri, moi et puis les autres qui étaient là chez Coventide avant, on a vécu. Aujourd'hui, on l'a capitalisé et en fait, on l'apporte aux entrepreneurs. On dit voilà, si toi tu dis ça, que tu sais faire ci et que tu sais faire ça, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et globalement, en fait, on a un petit processus où dans ce processus-là, rapidement, les gens savent en fait ce qu'ils doivent faire comme métier, enfin comme vraiment se positionner. Voilà. Donc c'était un petit peu les petites marches qu'on a gravies qui nous ont amenés à être là où on en est aujourd'hui. Donc aller très vite, pas trop penser, pas trop essayer de faire les choses parfaitement, mais passer à l'action et tester et puis prendre du recul avec tout ça. Ouais, et puis justement là tu viens de dire un truc, c'est pas faire les choses trop parfaitement parce que c'est un peu le syndrome de celui qui veut être trop parfait et ça m'est arrivé souvent, hein. C'est tu veux vraiment tellement tout faire parfait que tu vas réfléchir et puis au final tu fais rien quoi. Et c'est sûr qu'il vaut mieux pas être parfait, se lancer, même si ça plante, au moins tu vois ce que tu as fait, tu l'analyses, là ça n'a pas fonctionné, tiens je vais essayer comme ça et petit à petit en fait comme on dit, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs quoi. Ouais, complètement. Et puis la perfection, c'est quelque chose de très 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 mental, dans le sens où en fait, si on réfléchit bien, du coup, on se dit voilà, de par notre histoire et notre éducation, on nous a toujours dit tu travailles bien à l'école, tu obtiens les meilleures notes, t'as la meilleure place, je sais pas, dans une école, une université, t'as un diplôme et tout. En fait, t'es dans un chemin où on te demande d'être tout le temps parfait.
Et ça, on s'aperçoit que ça marche pas du tout, en fait. C'est que, au final, on se dit, bah, voilà, ça, je me sens pas à ma place, je suis peut-être pas fait pour le salariat, ou je suis fait pour le salariat, mais pas forcément pour ce domaine de métier ou de compétences. Et donc, du coup, quand on en prend conscience, la pire erreur à faire, c'est de reproduire, en fait, ce schéma dans l'entrepreneuriat et de se dire, bon, bah, voilà, on va essayer de faire un truc parfait parce que c'est comme ça que ça marche. En réalité, et je dis c'est comme ça aussi dans le domaine amoureux, on arrive bille en tête, voilà ma femme elle sera comme ci comme ça et voilà les qualités que je veux qu'elle ait. En fait elle est à l'opposé de tout ça et c'est pas grave, on l'aime quand même, tu vois. Enfin des fois ouais. Mais non je rigole, mais c'est ça en fait la vie, c'est la perfection, c'est dans l'imperfection justement. C'est parce que on s'autorise à être surpris des choses de la vie. Et on s'autorise à écouter ce qui nous vient, ce qui vient en nous, justement. Et ça veut pas dire forcément qu'on doit faire un produit ou un service qui est pourri ou genre on balance le premier truc qu'on a à faire. C'est justement trouver le juste milieu entre faire les choses bien, avec le cœur, je pense, avec vraiment cette intention de vouloir faire les choses bien pour son client ou ses clients. Mais éviter d'être obsédé par ce service parfait, ce produit parfait, cette action parfaite en fait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut y mettre tout son corps, tout son cœur pour faire les choses voilà, j'ai fait mon max. Maintenant, il est temps de balancer le truc et puis on s'ajuste après et on verra ce que ça donne et puis on verra ce que le customer, le client, les personnes avec qui je travaille en pensent et puis voilà quoi. Je pense que c'est ça, moi pour ma part je trouve que ce juste milieu est pas évident en fait, parce qu'on a envie aussi, c'est naturel de faire un produit qui soit parfait pour les clients quoi. On a envie que les gens nous disent ah mais ce truc là c'est un truc du tonnerre, ça déchire, et toi tu es là, tu dis ouais putain j'ai passé beaucoup de temps dessus, voilà c'est vrai, je suis content, je suis fier de moi, mais voilà, on peut pas satisfaire tout le monde et il faut faire ses petits pas, il faut quand même balancer ce qu'on a à balancer, il faut mettre la main à la pâte et puis à un moment faut s'exposer quoi, dire et je pense que ça a été un peu notre force, c'était d'avoir été vite confronté à des gens en fait à travers les networking etc. où on n'a pas hésité à dire, alors même qu'on n'avait pas grand chose, même rien, on disait bah nous on a envie de faire ça. Nous, il y a ça. Après, il y en a qui nous disaient oui, non, ouais, c'est bien, ouais, c'est moins bien, ou il y en a qui nous disaient pas grand-chose. Mais dans tous les cas, on l'a fait. Dans tous les cas, on l'a fait pour voir un petit peu, pour jauger ce que ça allait devenir, ce que ça allait être, et puis ce que les gens allaient en penser. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est fait petit à petit, quoi. Et puis, je pense que ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de mettre son ego de côté. Ouais. Voilà. Vraiment, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est difficile, mais c'est très difficile. Hein. Mais quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment mettre son ego de côté. Parce que en fait, l'objectif, c'est de continuer à apprendre, de continuer à évoluer, de progresser. Parce que si vous travaillez avec votre ego, vous allez écouter en fait tous les gens qui vont vous dire non mais tu devrais faire les choses comme ci, tu devrais les faire comme ça. Non mais ce que tu as fait c'est super, ce que tu as fait c'est pas bien. Et donc en fait, tu es tout le temps comme une girouette à essayer de trouver en fait la direction dans laquelle tu vas te tourner. Alors qu'en réalité, tu vois, faut s'écouter et il faut se dire, comme on le disait tout à l'heure, allez-y, avancez, faites un pas devant l'autre. Et puis, peu importe. Nous, quand on a commencé notre programme, il y a des gens qui sont venus à notre programme, ils se sont peut-être dit, mais alors là, quelle bande d'amateurs, tu vois. Mais on a osé le faire. On l'a mis en place et on a avancé, on a progressé. Et en fait, je peux vous dire là que le programme qu'on a mis au mois d'octobre de l'année dernière, il a plus rien. Enfin, c'est les mêmes thématiques, mais en termes d'apport de valeur, on a fait vraiment un grand pas en avant. Donc c'est vrai que peut-être qu'on peut se dire, tu vois, là on peut sortir un programme quand il sera bien calé, bien parfait, etc. Comme ça tout le monde dira ah c'est génial s'ils font chez Commantide. C'est pas ce qu'on a fait. Nous on a lancé un truc, c'était très imparfait et petit à petit on a amélioré en fait le programme. Et dans ce processus-là, en fait, on a perdu des gens parce que les gens se disent, peut-être qu'aujourd'hui, ils se diront toujours, bah ouais, c'est une bande d'amateurs. Mais combien de gens ont commencé en tant qu'amateurs? Voilà. Et puis, je pense aussi qu'il vaut mieux commencer quand on te dise que tu es un amateur
que jamais commencer du tout, quoi. Ouais. Et quoi qu'il en soit, je veux dire que quel que soit le domaine, si vous voulez prendre la parole en public, vous commencez à parler devant une caméra. Moi, j'ai horreur des caméras, j'ai horreur des photos. Pourtant, il y en a une devant toi. Ouais, il y en a même deux. Alors, je veux dire, j'ai horreur de ça. Et du coup, je suis pas à l'aise pour parler en public et toutes ces choses-là. Mais je me suis mis un coup de pied au cul et je me suis forcé à y aller direct. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je ne peux que m'améliorer. Voilà. Alors que le perfectionniste va plutôt se dire, allez, je vais maîtriser l'angle, je vais maîtriser mon pitch et toutes ces choses-là. Moi, j'ai jamais fait ça. En fait, je fais tout ça de manière très intuitive. Puis même, il y a un truc que moi j'ai vraiment pris conscience par rapport à l'imperfection, c'est que par exemple tu vas faire une formation ou genre parler en public, et si en face de toi tu as une personne qui te parle qui est parfaite, les gens ne peuvent pas, ne peuvent pas se voir en elle, quoi. Je veux dire, genre si tu fais je prends l'exemple, tu vas faire une formation sur comment parler en public et que la personne en face de toi qui fait cette formation est trop parfaite, tu vas dire je vais jamais y arriver. Que si la personne en face de toi elle a des imperfections, il le fait alors qu'elle a des imperfections. Donc si elle le fait avec ses imperfections, pourquoi pas moi? Et ça s'applique surtout au final. Alors au début, oui, je pense que l'idée c'est toujours d'améliorer ses imperfections, ça c'est pas un souci. Mais au début, en fait, ce qui est important pour nous, Andri et moi, et globalement chez Cowanted, c'est l'authenticité. Ça veut dire que n'essayez pas de vous montrer sur un angle parfait. En fait, si vous l'êtes pas, n'essayez pas de cacher en fait vos défauts. L'authenticité, ça veut dire justement être soi au moment où là on vous demande d'agir. Et à ce moment-là, si vous êtes imparfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, vous allez vous améliorer et peut-être que dans 10 mois, vous ne serez plus la même personne, mais vous serez toujours authentique. Et c'est ça le plus important. Du coup, je voudrais passer à la question suivante qui était par rapport à Cowanted, ça a été quoi les difficultés que vous avez pu rencontrer? Là, au vu de la tête, je pense qu'il y en a pas mal. On en a eu plein des difficultés déjà. C'est créer une communauté. Alors la difficulté première, c'est qu'on traîne toujours un petit peu, mais ça a vraiment changé. C'est la paperasserie. Alors là, je suis vraiment nul en administratif. J'ai plus d'1 an de retard sur ma comptabilité. C'est horrible, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai décidé que c'est pas là où j'allais mettre toute mon énergie. L'énergie, on veut la mettre vraiment sur de la bonne communication, c'est-à-dire que les gens comprennent bien ce que nous on essaye de faire chez Cowanted et faire en sorte que ils comprennent en fait l'apport que nous on peut contribuer à avoir en tout cas dans leur business et aussi dans leur bien-être. Parce qu'effectivement, comme le disait Andri tout à l'heure, moi je suis business mentor et Andri il est coach. Et comme j'ai été coach aussi pendant des années, je pense que toute la dimension développement personnel, elle ne peut pas être décorrélée en fait du business. Voilà. Donc ça, c'était une des grosses difficultés qu'on avait, c'est que les gens comprennent exactement ce qu'on fait chez Cowanted. Que ce soit vraiment clair chez les gens et pour nous aussi, notre positionnement, que ça soit... au final, c'est se rechercher en fait. C'est qui on est et comment on veut que les gens nous voient et quelle position je dois adopter pour que la personne elle comprenne vraiment et qu'elle me dise Cowanted c'est ça, ça, ça. Et ils nous disent oui, voilà, c'est vraiment ça. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, non seulement ça filtrait en termes de clients et de personnes qui nous suivent, mais en plus on a pu mieux nous recommander aussi. Et ça, les recommandations, ça vaut de l'or. Enfin, on dit ça vaut tout l'or du monde. Ouais, franchement. Et donc, je pense qu'il y en a même qui nous présentent mieux que nous, je pense. Oui, presque tous. Mais non, ça c'est vraiment un point hyper important, c'est de se focaliser en tout cas sur nos premiers clients et faire en sorte qu'ils soient grave satisfaits en fait du service qu'on leur propose. Et après, on s'aperçoit qu'effectivement, ils parlent mieux de nous que nous de nous-mêmes en fait. Une autre difficulté, c'est de se dire voilà. On a pris des risques, donc c'est-à-dire je suis quelqu'un qui prend des risques. On a par exemple en fin de l'année dernière, on a créé un événement unique qui s'appelle le Réveillon Magique. Et ce Réveillon Magique voulait en fait réunir le 31 décembre lors du Réveillon, en tout cas les entrepreneurs
qui se disent. Ah, je l'avais vu. Tu l'as vu, hein? Ouais. Voilà. Les entrepreneurs qui se disaient, moi, je veux pas passer un réveillon à me saouler la gueule et puis à finir bourré en rentrant chez moi avec un mal de crâne le lendemain. Mais me dire, je suis pas là pour réseauter, je suis pas là pour forcément activer du business, mais je suis avec des gens qui me comprennent, avec qui je partage des choses. Et d'ailleurs, Steve, il était venu, spécialement de Lille pour ça, et il a rencontré plein de gens. Et je lui ai dit à Steve, je lui ai dit, écoute là, donc je parle de Steve, mais Steve, donc c'est une tête de réseau à Lille qui crée des networking depuis le début de l'année. Mais je lui ai dit, en fait, ce 31 décembre, on n'a pas du tout parlé business, on n'avait même pas eu le temps de le faire. Et je lui ai dit, en fait, tu vas commencer, en fait, à créer ton business là, début de l'année 2017. Et bam, ça s'est mis en place. Et on a rencontré plein de gens. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, on a pris le risque. C'est-à-dire qu'on a investi dans un lieu, on a fait venir des gens, on n'a pas eu exactement, en fait, le nombre de people qu'on voulait avoir. Mais dans l'ensemble, on s'est dit, waouh, c'est OK, tu vois. On a passé une super soirée. Tout le monde était bien, un peu comme à la maison, et c'était génial. Et donc les risques qu'on prend, en fait, ce sont des risques qui sont d'être un peu novateurs, en tout cas dans notre manière d'approcher les choses. Effectivement, quand on veut être innovant, eh ben, on prend tout le temps des risques. On fait pas, on recopie pas en fait ce que les autres nous disent comme étant des clés du succès. Donc on n'est pas complètement non plus à côté de la plaque, hein. Mais en fait on prend des risques, c'est-à-dire des choses que on a vraiment envie de tester. Et quand on sent qu'on doit le faire, on le fait. Et après financièrement, on rectifie le tir, on voit si oui ou non ça marche. Même si au départ en fait ça n'a pas marché des masses, en fait c'est en ne lâchant rien qu'on a continué à avancer, à se dire on tient bon en fait dans notre vision, on tient bon avec ce qui nous tient à cœur, et puis on apprend de nos erreurs, et puis là progressivement on a bâti quelque chose de fort. Voilà. Donc il y a un petit peu l'histoire du lièvre et de la tortue, tu vois. C'est le lièvre, il se dit il y a un chemin tout tracé, tout le monde dit il faut aller par là, tu iras plus vite. Nous on a fait le chemin de la tortue, et la tortue elle s'est vraiment fortifiée du coup, je pense. Et justement là tu viens de dire au début, on a eu des difficultés. Tiens, tu peux préciser un peu plus ces difficultés? Je pense que c'est par rapport aux événements. C'est-à-dire, il y avait combien de personnes, tu vois, pour que les gens ils en prennent conscience? Et combien il y avait de personnes et combien maintenant il y a de personnes? Tu vois, pour faire la comparaison. Au début, alors le premier événement, la Free Coaching Day, on n'était vraiment pas beaucoup. Hein, je crois il y avait plein, enfin, tu peux regarder sur certaines photos, hein, on avait plus de sièges que de personnes. Enfin, ça faisait un peu flipper même parce qu'on se disait ah ouais mince là c'est chaud. Et puis en plus de ça, on voulait vendre un programme, justement ce fameux programme d'accompagnement sur 10 semaines. Et on s'est retrouvé avec 0 programme tellement il n'y en avait pas de vente. On a dit vas-y, on va faire un tirage au sort pour faire des programmes gratuits pour que les gens ils viennent quand même. Du coup le truc il valait à l'époque 1 500 €. On le donnait carrément pour que les gens puissent participer à ce programme, et qu'au moins qu'on puisse le délivrer et qu'on ait des retours positifs sur ce programme-là, et qu'ensuite ça puisse persuader les gens que ce programme-là c'est un bon truc, donc ils pourront venir payer. Enfin, c'était vraiment ça le début, quoi. Donc quand on prépare tout un truc, que tu loues une salle toute une journée, en plus c'est un gros coworking, que toute la journée tu balances ton truc, tu fais ta pub, tu dis allez-y, nanana, et que vu qu'on était personne ne nous connaissait, on avait 0 communauté, rien, on avait juste des gens qui nous likaient sur Facebook, mais ça ne veut rien dire. C'est pas évident quoi, de prendre toute une journée, de dépenser de l'argent, et que finalement il n'y ait pas de retour direct sur investissement. C'est pas évident forcément, hein. Donc il a fallu faire sa marque petit à petit. Pareil, les networking au tout début des masterclass, on les a commencé quand? Je sais même plus, les premiers masterclass c'était quand? Parce que ça c'était la Free Coaching Day. En fait, les premiers masterclass c'était genre au mois de novembre, hein. Mais ouais. En fait, au début, pour répondre à ta question Aurélien, c'est qu'au début, quand on a fait, donc mis à part
ce premier lancement, donc le 24 septembre, Ouais. où il y avait plus de chaises que de gens, tu vois. Au final, ça a été une journée à perte. Mais en fait, ça a été aussi intéressant. C'est-à-dire que pendant cette journée-là, par exemple, moi, j'avais jamais parlé pendant une journée entière. Alors là, j'ai parlé pendant toute la journée entière. J'ai fait 10 conférences, machin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui sont venus à cette journée, ils se sont dit, oh là là, le pauvre, t'as vu, il est en train de parler toute la journée, il doit avoir super soif, il raconte des choses toute la journée. Et les gens, ils se sont dit, waouh, c'est quand même, il y a un bon état d'esprit, tu vois. Et quand les gens, ils voient que tu trimes, que tu donnes tes tripes, machin, etc., ils se disent, putain, mais lui, on va pas le lâcher, on a envie de l'aider, tu vois. Il n'y a pas eu de baisse d'énergie. C'est vrai que, justement, et c'est là qu'on a vu les fruits un peu de tous les networking un peu qu'on a fait, c'est qu'on a toujours installé, on a toujours été nous, naturels, il n'y a pas, que ce soit dans nos locaux, en networking, à table, boire un verre un soir, on est toujours nous-mêmes en fait. Il n'y a pas de pseudo-masque ou quoi. Donc les gens, ils voyaient qu'on était alignés, qu'on y allait, peu importe en fait. Et du coup, ça a créé une mini-communauté au tout début en tout cas, qui s'est dit, wow, ils sont animés par quelque chose. Je pense que c'est ça qu'ils sont animés par quelque chose. Et ils ont, malgré les doutes, les peurs, ils n'ont pas froid aux yeux et puis ils y vont. Alors que dans le développement personnel, il y en a beaucoup qui sont installés. En France, il y en a beaucoup qui ont du succès. Et puis nous, on dit, nous aussi, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et pour ça, on a continué. Et je pense que c'est tous ces petits moments partagés, que ce soit là avec toi en interview, que ce soit aller manger quelque part, boire un verre quelque part, qui ont fait que les gens ils se sont dit ces personnes-là, j'ai envie de continuer à les suivre, à les soutenir, peu importe, de n'importe quelle façon, que ce soit partager un post sur Facebook, que ce soit les recommander. Même il y en a qui gagnaient rien, qui nous recommandaient alors qu'il n'y avait pas d'affiliation ou pas dessus, quoi. Et ça a commencé en fait par justement une connexion humaine, une vraie connexion humaine en fait, au final. Donc peut-être que le premier événement qu'on a fait financièrement, il y a eu de la perte, mais humainement, on avait bâti quelque chose sans que nous-mêmes on s'en rende compte. On avait gagné. Et ensuite, on a fait une première masterclass où on devait être 3 personnes. 3 personnes. Il y a presque, on était entre nous, tu vois. Il y avait plus de commentites que... pas plus de chaises, mais plus de commentites que de personnes. Ouais. Puis la deuxième masterclass, on en a eu une dizaine. Ouais. À cette époque-là, en fait, on les faisait pas payer. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on les faisait pas du tout payer. C'était gratuit. C'était une vitrine pour nous faire connaître. Donc la gratuité, c'est un levier en fait pour se faire connaître. Alors oui, mais pas trop longtemps, effectivement, parce que y a un positionnement. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, les gens ils vous aiment parce que vous êtes gratuit. Dès que vous faites payer, il n'y a plus personne. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment y réfléchir. Donc au début, on a commencé gratuit et on n'avait pas trop de gens. On avait 2, 3, puis c'est passé à 7, puis c'est passé à 10. Et puis ensuite, on s'est dit, allez, maintenant, en fait, ça suffit les conneries, il faut qu'on commence à être plus rentable. Et on a commencé à faire donc des masterclass qui sont payantes. Dès lors qu'on a fait payant, en fait, il y avait plus de monde. Il y avait plus de monde. Donc les gens, ils sont venus, etc., etc. On avait commencé progressivement, donc à 9 €, puis ensuite on est passé à 19 €, puis ensuite on est passé à 29, puis on est passé à 39, puis maintenant on est à 49, puis la dernière fois on l'a fait à 59. Et notamment la dernière fois, on a dû arrêter tous les compteurs à 100 parce que sinon il y avait 150 personnes qui étaient là et qui voulaient venir. Ouais. Donc petit à petit, effectivement, rester droit dans ses baskets, continuer à faire les choses avec ses tripes, et ça, les gens le ressentent. Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est ça en fait. Ouais. Mais le plus difficile, c'est de garder le moral quand on se prend une claque et qu'on se dit là, j'ai organisé un truc, j'ai mis mes tripes et il y a personne. Voilà. Et quand je dis ça, c'est que c'est pas une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et comme en plus, moi, en fait, je veux toujours aller plus haut, plus loin, jusqu'à l'infini, tu vois. Je me dis, en fait, je me mets toujours en position
d'un objectif extrême et en fait j'atteins jamais cet objectif. Mais bon, tu sais comme on dit, hein, si tu te mets pas des objectifs hauts, et ben même ne serait-ce que si tu arrives à la moitié de ton objectif, tu es quand même beaucoup plus haut que si ton objectif était bas. Il y a justement une citation, c'est viser. Alors là, je sais pas pourquoi je la connais tout le temps, là, elle m'est sortie de la tête. C'est viser les étoiles pour atteindre la lune, tu vois, ou viser le lampadaire. Viser la lune, c'est comme ça, si tu rates, tu tombes dans les étoiles. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, en fait. Moi, je sais qu'il faut toujours avoir des grands rêves, des grands objectifs, parce qu'au final, l'important, c'est pas en soi l'objectif, c'est le chemin, c'est la route que tu prends pour y aller, quoi. Bah ouais, c'est tout se fait au fur et à mesure, en fait, et c'est vrai que, bon, en tout cas pour ma part, enfin même pour la plupart des gens, je pense, on est pressé, on a envie que ça marche vite, tout de suite, maintenant, mais il y a tout un état d'esprit à avoir entre passer à l'action vite et constamment et toujours tester pour avoir le plus de feedback possible et réajuster, se repositionner derrière. Et la patience aussi, de toutes les petites pierres qu'on a mis en amont et qui vont être récoltées sous différentes formes, que ce soit financière, relationnelle, peu importe. Mais voilà, c'est des choses qui sont difficilement perceptibles à l'œil nu en fait, mais qui au final, au bout du compte, vont payer, quoi. Je veux dire, nous on a eu des clients, après nous c'est peut-être notre, parce que c'est notre créneau à nous, mais on a eu des clients qui sont venus 6 mois, 1 an après notre rencontre, après les avoir rencontrés, là, après les avoir pitchés, quoi. Donc voilà, et notamment je pense à un client en particulier, on lui a parlé il y a 1 an, il n'était pas prêt du tout à se faire accompagner, aujourd'hui il vient et il nous a apporté en valeur énormément, quoi. C'était franchement, il a apporté même des clients potentiels, il a apporté son savoir-faire sur la communication, les réseaux sociaux, le web design un peu, donc voilà, et aujourd'hui c'est quelqu'un avec qui on est très proche et tout, donc voilà, il y a 1 an on se serait jamais dit, ce mec là, cette personne là, il va revenir, il t'inquiète pas, voilà, on peut pas le savoir à l'avance, donc il faut rester, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment toujours ouvert et malgré tous les coups durs, avoir un pourquoi fort, une vision forte et se dire ok, les stratégies vont changer mais ma vision va rester la même et il faut rester focalisé et continuer son chemin parce que tant que tu restes ouvert en fait et que tu restes dans un état d'esprit voilà, j'attire les bonnes énergies, il y a des choses qui viennent et tu arrives à voir les choses aussi, des opportunités, à avoir du coup les solutions, tu es plus orienté solutions et t'es pas renfermé sur toi, j'arriverai pas, ou c'est difficile. Même si c'est pas évident, voilà, je pense qu'il faut garder cet état d'esprit là, quoi. Ok. Alors la question suivante, je pense que vous avez déjà bien répondu. C'était est-ce que vous avez été seul ou accompagné? Bon, je pense que il y a déjà eu, ça a bien été déjà répondu, mais si vous avez envie justement d'approfondir ça. Je peux répondre parce que on a toujours été accompagné. Voilà, même si dans les faits on a l'impression d'être seul, mais en fait on est toujours accompagné. Ce que j'entends par là, c'est que il est très très important en fait de choisir entre guillemets sa clique, de choisir en fait les gens qui vont faire partie de votre environnement et les gens qui portent vos valeurs. Et c'est tellement important que si vous voulez, c'est même plus important que d'avoir l'idée du siècle. Parce que tous les gens qui vous entourent, en fait, ils vont porter à la fois vos valeurs, mais ils vont aussi porter votre énergie. Ils vont aussi être là pour vous conseiller, pour vous dire, tiens, c'est super ce que tu as fait, etc. Moi, je ferais peut-être les choses comme ci, etc. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, on apprend, on écoute et on met en place. Et on met en place dans l'action. Donc, les conseils que vous recevez, en fait, des gens qui vous entourent, ils ont une énorme incidence, en tout cas, sur la manière dont vous réagissez par la suite. Si on vous dit, vaut mieux que tu pars à gauche, et que tu pars à gauche, manque de peau, c'est pas du tout le bon chemin, tu te prends un mur aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui est hyper important. Nous, on a vraiment eu la chance du fait, justement, d'avoir tenu bon, en fait, droit dans nos baskets, d'avoir attiré vers nous des gens
qui sont aussi dans ces valeurs d'authenticité et dans ces valeurs d'apport de valeur justement aux autres. Et donc ça nous a renforcés, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire. Ça nous a toujours renforcés. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense, on a rencontré vraiment une personne qui est dans le game depuis un certain temps et qui nous dit « Waouh, mais vous êtes super en avance en fait dans votre vision. Moi, ce que vous voulez faire, c'est mon rêve. » Ouais. Tu vois ? Alors que cette personne-là, elle est dans le web, dans l'entrepreneuriat depuis une décennie, quoi. Ouais, depuis des années. Depuis des années. Et quand quelqu'un comme ça nous dit un truc pareil, tu rentres chez toi, mais t'as le cerveau qui explose. Bah, grave, ton énergie, elle est multipliée par 100. Et après, t'as du mal à dormir. Moi, j'ai jamais de mal à dormir. Tu fais Voilà. Donc ouais, on est accompagné. Alors c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas des mentors. Perso, c'est mon mentor. Donc après, celui, je sais pas, il y a qui. Mais... Alors si, il y a des gens bien sûr qui sont pas des mentors réels puisque c'est actuel. Il peut y avoir parce que je considère pas aujourd'hui qu'il y ait un mentor unique et précis. Mais si je pouvais, j'aurais eu Tony Robbins comme mentor, j'aurais eu Vishen Lakhani comme mentor, j'aurais eu Wayne Dyer que j'ai énormément lu et qui est une personne formidable comme mentor. Mais voilà, c'est avoir toutes ces personnes qui peuvent vous accompagner ou en réel ou virtuellement. Et ça, c'est très important. Elles nous ont accompagnés en tout cas dans notre vision et dans ce qu'on voulait faire. Ouais, l'environnement social aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... dans nos ateliers, en plus, on en parle souvent... notamment dans la puissance du mental, quand il y a toute une partie où je parle de l'épigénétique en fait, et de l'environnement, de l'apport de l'environnement sur soi, sur notre ADN, sur notre cerveau. Et je veux dire, pour moi, c'est primordial de s'entourer. Ça veut pas dire de couper les ponts tout de suite, tac, ah oui, là j'ai vu que cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. Non, c'est à partir du moment où en fait tu sais un peu plus qui tu es et que tu commences à vraiment incarner ce que tu es. Moi, le filtre il s'est fait tout seul en fait. Les gens qui me prennent pour un fou, un éberlué, ils sont partis. J'ai pas eu besoin de dire allez, au revoir. Et puis ceux qui adhèrent à ce que je suis et qui voient quelque chose qui peut justement leur apporter et puis avec lesquels on peut échanger, ils viennent tout simplement. Mais à aucun moment je me suis dit tiens, cette personne-là, non, cette personne-là, ouais. C'est juste, voilà, moi ma vision c'est ça. Et puis je veux dire, c'est pas par hasard, j'ai rencontré Sébastien. Et puis boum, ensemble on avance. Et puis il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis, etc. Et puis certaines personnes qui s'en vont, ça fait un peu plus mal, d'autres moins. Et puis on fait avec. Et puis au fur et à mesure, on rencontre toujours des personnes qui finalement... Ça évolue, hein. Des fois, comme le disait André tout à l'heure, quand on a commencé, on s'est rencontré une rencontre abonnée de Antoine Blanche-Maison. Je me souviens très bien, en fait, on était hyper timide, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va dire à Antoine, il en a rien à foutre de nos têtes, qu'est-ce qu'on va lui... voilà. Et après j'ai eu l'occasion de rencontrer Antoine, de revoir Antoine à 3-4 reprises et j'étais vraiment étonné de voir que c'est Antoine qui venait volontiers vers moi pour me dire comment ça va Sébastien, etc., etc. Donc les choses évoluent et puis même des gens qui nous ont aidés à un moment donné, hein, que ce soit des coachs ou des gens qu'on lisait, dont on écoutait les audios, etc. et on les mettait sur un piédestal, on les rencontre en vrai et puis on se dit bon, voilà, ok, on les a rencontrés. What's next? On passe à autre chose, on essaye de voir en fait si ce sont toujours des mentors pour nous ou pas des mentors pour nous. Vous voyez, mais en fait, on a énormément évolué et je pense que c'est surtout ça. Il faut être accompagné. Pour moi, c'est hyper important d'être accompagné. Moi, je ne suis pas accompagné parce qu'en fait, les gens que je voudrais qui m'accompagnent coûtent des millions. Mais ça ne m'empêche que bientôt, quand on aura les moyens chez Covented, en fait, on fera appel à ces gens-là
Parce que autre chose, c'est que moi j'ai toujours visé la lune, comme tu disais. C'est-à-dire que j'ai toujours été un petit peu fou, comme disaient pas mal de mes amis à une certaine époque. Sébastien, t'es un grand gamin, t'es vraiment un fou et tout, parce que je leur disais, ouais, moi je peux, si j'ai envie de rencontrer Michael Jackson, j'irai rencontrer Michael Jackson. Si j'ai envie de rencontrer le président, j'irai rencontrer le président. Si j'ai envie de rencontrer un millionnaire ou un milliardaire, j'irai rencontrer un millionnaire, un milliardaire. Et là, en fait, ça s'est réalisé dans cette année-là. Je suis allé rencontrer un président, deux présidents, un milliardaire. On a rencontré Sean Ellis, qui est en fait le père du gros hacking. On a rencontré le président de Y Combinator, qui est en fait le plus gros investisseur mondial, à qui on doit Airbnb, Dropbox, etc. Moi, j'ai même revu 2 fois. On a vraiment pris du temps pour parler. On a rencontré, maintenant, j'amène mes clients pour rencontrer ces gens-là. Voilà. Et je me dis, c'est extraordinaire. Alors que la plupart du temps, les gens se disent, mais comment on fait pour accéder à ce niveau-là? Voilà. Donc, toujours essayer de viser haut, toujours croire en soi, et puis surtout, on peut croire en soi si vraiment on est poussé par l'envie de le faire, vraiment. Comme si c'était, j'aime bien Tony Robbins, il dit un truc, en fait, on obtient ce qu'on doit réellement avoir, pas ce dont on a envie, parce qu'un jour on se réveille et on se dit, waouh, ce serait cool que ce soit ça. En fait, c'est comme une nécessité vitale de vivre et que notre vie en dépendait, qu'il fallait de ça pour se nourrir. Voilà. Donc vraiment y aller, croire en soi, mais vraiment croire en soi si c'est vital, si ça vient des tripes et que on sait que voilà, c'est là que tout s'aligne et tout devient des synchronicités. C'est génial ce que tu dis, parce que ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée qui en fait écrit des poèmes et les slams. Et un jour il m'avait dit un truc, c'était soit je fais ça, soit je meurs. C'est tout. C'est ça. Clairement. Et c'est là que ça peut être difficile pour les autres de comprendre, parce que t'es dans ton trip, quoi. Il n'y a que toi, c'est super personnel, tu vois. Et dire ça à l'entourage proche, ce genre de choses-là, ils vont faire, mais non, il faut que tu prennes ton job, il faut que tu prennes ce poste-là, il faut que tu prennes ça, ceci, cela. Et du coup, quand tu dis, mais non, mais attendez, mais moi j'ai envie de faire ça, bah eux ils comprennent pas. Et là aussi, c'est encore un petit combat, un petit lâcher-prise, un petit combat qu'il faut savoir jauger et bien amener, d'où l'importance de savoir bien se positionner encore, même que ça soit pas forcément pour ses clients, mais aussi pour les personnes qu'on aime, qui sont bienveillants avec nous, mais qui comprennent pas forcément nos choix. Et c'est ça aussi l'art de s'assumer pleinement, en fait. Tu vois. Et une fois que je pense qu'on arrive à faire ça, c'est pour moi un très grand pas, en fait, de pouvoir dire les choses en face. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. Et de voir les autres ne pas comprendre, se dire, c'est pas grave, c'est pas grave. S'ils comprennent pas, c'est moi, de toute façon. Même si ça les implique indirectement, ils verront que ce que je vais faire, ça peut apporter à eux aussi, peut-être, mais ils ne le voient pas encore. Donc, voilà, c'est tout un art, mais il faut être bien dans ses baskets. Il faut être très bien dans ses baskets, je pense. C'est vrai que ça peut être une difficulté, justement. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça. Moi, justement, avec ma famille, j'ai eu une grosse confrontation par rapport à ça. Et ça peut être cette difficulté, parce qu'au final, ils sont comme ça avec nous parce qu'ils veulent nous protéger. Et c'est là où peut être la difficulté, dans le sens où c'est pour mon bien. Est-ce que je vais vraiment le faire? Ça peut commencer à créer des doutes. Et c'est là où, si tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, tu vas, quoi, tu fonces. Complètement. Et si je puis me permettre, en fait, par rapport à ce truc-là, parce que évidemment je l'ai vécu, que ce soit ma famille, ma copine, etc. Moi, j'ai fait énormément de sacrifices pour pouvoir monter Co-Wanted. Mais comme je le disais à Andri et à d'autres personnes, il y a vraiment un film qui m'a marqué. Ce film-là, c'est Good Will Hunting. C'est Will Hunting. C'est un des premiers films avec Matt Damon et qui a été coécrit par Matt Damon et son autre pote là, l'ex de
Gillo ou enfin un autre acteur, Ben Affleck, Affleck, voilà. Donc Matt Damon et Ben Affleck, c'est vraiment eux qui ont écrit le scénario. Voilà. Et donc, je suis désolé si je fais un peu de spoiler, mais en fait l'idée c'est que Matt Damon est un petit génie des mathématiques, des sciences, etc. Et en fait, il vit dans une banlieue en Angleterre, ou je ne sais où, aux États-Unis, je pense. Et donc, voilà, ils ont leur petite vie de banlieue, ils ont leurs petites habitudes de quartier avec les potes et tout machin chose. Et puis, effectivement, quand on a des amis, on a un environnement, les gens n'ont pas envie que tu partes. Les gens n'ont pas envie que tu réussisses parce qu'ils se disent, si toi tu réussis, en fait, tu vas les laisser derrière, tu vas les oublier, ils vont te perdre, tu vois. Mais faudrait voir le film. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui vous aiment vraiment, ils disent, attends, toi, tu as un putain de talent. Et si tu restes, et si tu laisses ton cul ici, là, dans ce bled paumé, bah, tu es en train de le gâcher comme un malade. Et ça, en fait, c'est un affront aux autres qui n'ont pas le talent que tu as. Donc, faut que tu y ailles. Faut que tu ailles poursuivre ton rêve. Faut que tu te battes pour ça. Tu vois ? Et le monde, il avance grâce à ça. Ouais. Et ça, c'est le plus important. Ouais. Donc, toi qui regardes cette vidéo, t'as entendu ce qu'il a dit, hein ? Va vraiment vers ce qui te porte au final, ce qui te fait rêver, c'est ça ? Ouais. Ce qui te fait rêver, je pense que moi je suis dans un état d'esprit en fait d'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'en fait quand tu donnes quelque chose, t'attends pas spécialement quelque chose en retour. Et en fait tu donnes tellement de ce qu'est ta personne, c'est des ressources que tu as infiniment en toi. D'accord ? Tu les as tellement infiniment en toi que tu n'as jamais l'impression que tu es en train de donner un morceau de ton bras, un morceau de ta jambe, tu vois. C'est pas un réservoir qui se vide en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. C'est pas un réservoir où tu es là, tu donnes et puis après pour le remplir il faut du temps, faut lire un livre, il faut plus d'amour. Non. Tu donnes, ça y est, c'est bon, c'est juste, ça se recharge direct, enfin, y a pas, et ça c'est ultra important c'est pour ça en fait on entend beaucoup ce mot, oui, il faut incarner, il faut donner, nanana, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être qu'il faut, moi je pense qu'il faut parfaire, qu'il faut vraiment travailler. Parce que moi je suis persuadé que c'est l'amour qui gagne toujours. Il y a pas. Ouais, et c'est surtout cet amour inconditionnel où tu n'attends pas en retour. Tu vois. Et c'est très marrant parce que bon, l'amour c'est un truc assez compliqué. Et en fait, au final, qui suis-je pour dire à mon âge que je sais tout de l'amour, ce serait dommage. Mais cela dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est dans l'amour inconditionnel, c'est on donne tellement généreusement. Que en fait, on sent quelque chose de sain dans ça. On sent pas une négociation ou un petit je te donne un truc pour derrière essayer de t'entuber. C'est pas du tout ça. L'amour conditionnel, c'est vraiment ça. Le deuxième effet, c'est que quand t'aimes vraiment quelqu'un, ça veut dire que tu veux son bonheur, tu veux dans la mesure où c'est possible pour toi en fait de soutenir cette personne-là. Le véritable amour, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est pas forcément vouloir protéger son bien à soi. Mais quand tu le donnes vraiment, en fait, la personne, quelque part, elle est en gratitude par rapport à ça. Donc, elle t'est infiniment reconnaissante. Moi, je me suis sauvé de situations de couple, tout simplement parce que, en fait, les personnes avec qui j'étais ou la personne avec qui je suis se dit mais attends Sébastien, je peux pas t'empêcher de faire ça parce que je sais ce que tu veux faire, je sais combien tu donnes et je sais combien tu me donnes et tout ça c'est merveilleux. C'est pas stratégie, c'est pas stratégie, attention. Non mais c'est vrai, et c'est hyper important, tu vois, il y a des moments pour toute chose, mais dès lors qu'on a donné inconditionnellement, c'est fou ce que les portes s'ouvrent. Et les gens comprennent que ta générosité, elle est sans limite. Voilà. Et pour ça, il faut avoir quand même une solidité interne, une sécurité interne, tu vois, être bien en paix avec soi-même, tu vois.
parce que je pense que c'est difficile quand tu as beaucoup de choses qui ruminent à l'intérieur. Bien sûr. De pouvoir donner. Parce que pour donner, il faut avoir. Tu vois, quand même si je dis que c'est pas un réservoir, pour donner, il faut avoir cette mentalité, cet état d'esprit et cet état d'être de voilà, si je donne, je donne et puis tout va bien, quoi. Et c'est là qu'il faut trouver sa voie aussi, qu'il faut trouver être bien dans ses baskets, comme je l'ai dit. Et voilà quoi. Parce que c'est de l'être et pas du paraître dont on parle, évidemment. Il y avait aussi, je sais pas si tu connais cette histoire-là, c'était un moment Bob Marley qui était sur scène, et puis comme c'était quelqu'un de révolutionnaire, en plein concert rempli de monde, les gens ont commencé à canarder en fait, et à tuer les gens dans le public, et puis c'était la panique, tout le monde s'en va. Et puis Bob Marley se cache et les gardes du corps de Bob Marley justement ont commencé à prendre Bob Marley pour le protéger. Bob Marley a enlevé leurs bras et est remonté sur scène en fait. Et il chante This is love, this is love, this is love, that's why I'm feeling. Et puis les gardes du corps l'ont repris, ils l'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, tu veux mourir? Et lui il a dit en fait tous les jours ces terroristes-là en fait ils se sont entraînés pour ce jour J. Pour pouvoir répandre la haine. Pourquoi moi je m'entraînerais pas pour faire la même chose, mais de l'autre côté pour répandre l'amour? Moi aussi je suis un soldat, mais un soldat de Dieu, parce qu'il était croyant, soldat de Dieu, soldat de l'amour. Et eux ils n'ont aucun scrupule à s'entraîner pour véhiculer ce genre de choses. Pourquoi nous on ne ferait pas l'inverse dans l'autre sens? Donc, et moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais voilà la clé quoi, je sais pas. Je me suis dit c'est juste ouf, on a peur de faire une vidéo, on a peur de faire une formation, on a peur d'exposer notre projet, on a peur de dire qui on est, alors que derrière il y a des gens, ils font le mal absolu et ils en ont rien à foutre quoi. Et je trouve ça un peu dommage quand même. Donc surtout qu'on est plus à vouloir faire le bien, je pense, que faire le mal. Donc voilà, c'est des choses comme ça moi qui m'inspirent et je partage totalement ce que Sébastien dit quand il dit et l'amour inconditionnel quoi. Ok. On va pas. Je suis pas sûr qu'il va rester encore beaucoup de mémoire. Ça fait plus d'1 heure déjà, je pense. Ouais, ça fait 1 heure, ouais. Donc, juste pour terminer, c'était quand même des belles paroles sur cette fin d'interview. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Site internet, Facebook. De toute façon, je mettrai tout dans la description, mais. Ok, en fait, si vous souhaitez nous rencontrer, c'est très simple, ou aller à nos événements. D'abord, vous allez trouver toutes les informations sur www.coantid.com, donc c'est notre site internet. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Co-Wanted. Ensuite, on est vraiment sur Instagram, on a une chaîne YouTube Co-Wanted où on a quelques interviews et quelques événements qu'on partage. Donc voilà, cette année, on va faire pas mal d'événements, énormément d'événements. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre une dimension incroyable. Je peux pas tout vous raconter tout de suite. À Paris, chez Co-Wanted. Donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à venir grandir cette communauté qui est encore une fois dans l'authenticité, la bienveillance et la co-création. Et donc je te remercie aussi énormément Aurélien d'avoir fait l'effort en fait de venir nous voir et puis de venir discuter avec nous parce que c'est une belle rencontre aussi. Moi ça me fait plaisir que vous ayez accepté de m'interviewer parce que j'adore rencontrer et puis faire des interviews en présentiel, je trouve que ça ajoute une autre dimension. Tu vois que faire en ligne c'est sympa, ça permet d'interviewer plus de gens, mais t'as pas la même énergie. Voilà, c'est pas la même énergie. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'on s'est vu avant, on a pu discuter, on a pu rigoler, échanger sur pas mal de choses, ce qui fait que ça crée déjà une bonne énergie pour l'interview. Et donc, encore une fois, merci, merci à toi. À vous deux. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. En tout cas, sachez qu'il y aura plein d'autres interviews, donc si vous voulez voir tous les liens, c'est juste en dessous dans la description. Et ouais, en dessous là. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview et abonnez-vous. Et soyez légendaires. Soyez vous-même.